56 millions de francs CFA, c'est la collecte du jour pour soutenir nos forces armées de sécurité dans le Nord Mali. La somme offerte par le secteur privé, les opérateurs économiques et autres citoyens a été réceptionnée au cours d'une cérémonie cet après-midi. Tout se met en place pour une bonne tenue des élections, le matériel électoral qui arrive, les cartes d'électeurs qui sont aussi en route. L'heure est donc à la formation des formateurs sur la distribution des cartes d'électeurs et sur la gestion des bureaux de vote. Nos structures ne sont pas adaptées aux personnes handicapées. Pour attirer l'attention de l'opinion nationale sur cette problématique, la Fédération malienne des personnes handicapées a organisé ce matin un forum sur l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce journal. Nous sommes mercredi 22 février. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Amadou Toumani Touré. Découvrons ensemble les principales décisions prises par le Conseil avec Ibrahima Djambélé. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique, le Conseil des ministre a adopté un projet de décret portant modification du décret du 24 novembre 1979 fixant le régime des indemnités allouées au personnel enseignant. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales, a engagé des négociations avec les syndicats de l'éducation. Au terme de ces négociations, un accord est intervenu sur l'augmentation des taux des indemnités d'heures supplémentaires de cours et des indemnités accordées à certains personnels de l'administration scolaire. La mise en œuvre de cet accord a rendu nécessaire la modification du décret du 24 novembre 1979 fixant le régime des indemnités allouées aux enseignants afin de fixer les nouveaux taux convenus. Les modifications suivantes ont été retenues: heures supplémentaires de cours de 1250 à 1500 francs CFA par heure pour les maîtres et 1750 à 2000 francs CFA par heure pour les professeurs. Censeurs, directeurs des études de l'enseignement secondaire et de l'enseignement normal de 6250 à 10 000 francs CFA par mois. Surveillants généraux et chefs des travaux des établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire et de l'enseignement normal de 6 250 à 9 000 francs CFA par mois. Conseillers pédagogiques de 6 250 à 10 000 francs CFA par mois. Directeurs des écoles fondamentales et préscolaires, respectivement de 3 750, 5 000 et 6 250 à 6 000 francs, 7 500 et 10 000 francs CFA par mois, suivant le nombre de classes. L'adoption du présent décret permettra d'améliorer la motivation et les prestations des enseignants et des responsables scolaires. Sur le rapport du ministre de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la structure des prix des produits pharmaceutiques en spécialité et en générique de marque dans le secteur privé. Dans le cadre de la politique de santé, le gouvernement a entrepris des efforts en vue de rendre accessibles les médicaments aux populations dans un contexte de libéralisation du secteur pharmaceutique. L'adoption du présent projet de décret qui s'inscrit dans ce cadre a pour objet de fixer une structure de prix des produits pharmaceutiques en spécialité et en générique de marque dans le secteur privé en vue de contenir les fluctuations constatées sur le marché pharmaceutique. La définition d'une structure des prix des médicaments en spécialité et en générique de marque, différente d'une fixation de prix par l'État, entre dans le cadre de la normalisation, de la moralisation du secteur pharmaceutique privé national. Il est attendu, avec la nouvelle structure de prix, une diminution de 50 francs CFA en moyenne par unité de vente des produits pharmaceutiques. Sur le rapport du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions et modalités d'octroi et les taux des primes alloués aux fonctionnaires de la protection civile. 2. Un projet de décret fixant les conditions et modalités d'octroi et les taux des indemnités allouées aux fonctionnaires de la protection civile. Le personnel de la protection civile est régi au plan des primes et indemnités par l'ordonnance du 11 août 1975 fixant les principes généraux des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État et par ses textes d'application.
L'article 2 de cette ordonnance prévoit que des dispositions particulières prévoient également à la détermination des avantages susceptibles d'être respectivement accordés au personnel en service dans les collectivités locales, au personnel des armées, de la gendarmerie, de la garde républicaine et de la sécurité, ainsi qu'au personnel des divers établissements publics, sociétés d'État et organismes parapublics. Les présents projets de décret sont adoptés pour octroyer aux fonctionnaires de la protection civile des primes et indemnités destinées à compenser certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l'emploi et de rétribuer l'accomplissement des prestations spéciales indispensables au service public, la manière exemplaire de servir ou certaines suggestions et conditions particulières exigeantes attachées à l'exercice de leurs fonctions. Sur le rapport du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret modifiant le décret du 11 octobre 2001 portant création d'académies d'enseignement. Les académies d'enseignement ont été créées en vue de prendre en charge le suivi, l'appui, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre de la politique de l'éducation au niveau régional. Elles supervisent les activités des centres d'animation pédagogique, les CAP, des instituts de formation des maîtres et des établissements d'enseignement secondaire général, d'enseignement secondaire technique et professionnel de leur ressort territorial. Parmi les 17 académies d'enseignement qui couvrent l'ensemble du territoire national, l'Académie des Cati, en raison de la densité et de la diversité des structures éducatives de sa circonscription et de leur situation géographique, connaît des difficultés à assurer correctement les missions de coordination et de supervision des différentes structures éducatives. C'est pour donc permettre à cette académie d'enseignement d'assurer avec efficacité sa mission qu'il est proposé par le présent projet de décret de réduire les structures à encadrer et les distances à parcourir en créant une nouvelle académie d'enseignement à Douila. L'académie d'enseignement de Kati comprend les centres d'animation pédagogique de Kati, Baguneda, Kalabankoro, Kangaba, Sangari-Bougou et Welese-Bougou. L'académie d'enseignement de Douila va couvrir les centres d'animation pédagogique de Douila, Fana et de Beleko. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Équipement et des Transports. Directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Kader Pierre Diarra, ingénieur de la météorologie. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, Madame Tangara Aminata Yalta, inspecteur des finances, Mohamed Al-Mustafa Sissé, conseiller des Affaires étrangères, Labas Fofana, conseiller des Affaires étrangères. Ambassadeur du Mali auprès de la République d'Angola, Hassan Bari, avocat. Consul général du Mali auprès de la République du Soudan, Abdul Kader Ba, administrateur civil. Au titre du ministère de la Santé, inspecteur à l'inspection de la santé, Abdul Kader Khan Diallo, inspecteur des services économiques, Madame Sidibé Bintou Fofana, assistant médical. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, haut fonctionnaire de défense auprès du ministre délégué, auprès du Premier ministre chargé du développement de la zone office du Niger, colonel Sekou Djankouba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, colonel-major Soungalo Koulibaly. Au titre du ministère de l'Agriculture, inspecteur à l'inspection de l'agriculture, Amidou Sangaré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, Oumar Doumbia, inspecteur des finances, Madame Diallo Oumou Koulibaly, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, directeur général du Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, Ibrahim Agnok, inspecteur de sécurité sociale. Merci Ibrahima. Nous poursuivons avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 avril 2012. En application des dispositions de l'article 33 de la Constitution et de l'article 146 de la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, le président de la Cour constitutionnelle a l'honneur de porter
à la connaissance des citoyens que les imprimés de déclaration de candidature à l'élection du président de la République sont disponibles au niveau du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle rappelle qu'en vertu des articles 146, 147 et 148 de la loi électorale, la déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs au plus tard le 30e jour précédant le scrutin et adressée au président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé. Elle est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et portant attestation sous l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises. Elle est accompagnée des pièces suivantes: une photo d'identité, un certificat de nationalité, un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de 3 mois au plus. Elle doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre, le candidat doit indiquer la couleur pour l'impression de son bulletin. Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d'au moins 10 députés ou 5 élus communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d'un candidat. Dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du trésorier payeur ou percepteur du trésor qui transmettra au trésorier payeur un cautionnement de 10 millions de francs CFA remboursable à 50% pour les candidats ayant obtenu 5% au moins des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle. Voilà donc la teneur du communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 avril 2012. Le Premier ministre Mariam Kaïdama Sidibé a reçu la présidente de l'organisation YES, Pounam Alou Walia. C'était aujourd'hui. Elle est présente à Bamako dans le cadre de la rencontre sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Les 2 personnalités ont échangé sur l'organisation et sur la gestion des jeunes du Mali pour diminuer le taux de chômage. La présidente de l'organisation YES, qui a donc participé à la rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Emploi et de la formation professionnelle pour amener les jeunes à plus de créativité. Les travaux du sommet de la jeunesse sur l'entrepreneuriat ont donc pris fin hier au CICB. Cette rencontre a permis à 250 participants donc, de mieux maîtriser les enjeux de l'entrepreneuriat en milieu jeune, et cela à travers des présentations et des débats sur plusieurs sujets indispensables à la création de l'entreprise. Reportage Abdraman Maïga. Le sommet de la jeunesse sur l'entrepreneuriat n'a pas abouti à des résolutions concrètes. Il aura permis aux participants, à travers présentations et débats, d'approfondir leurs connaissances sur d'importants sujets relatifs à l'entrepreneuriat jeune. Des sujets qui concernent notamment l'entrepreneuriat comme réponse à la question du chômage des jeunes, les points clés du plan d'affaires pour les jeunes générateurs d'entreprises, le générateur d'une entreprise pour la construction d'une culture entrepreneuriale au Mali. Un ensemble de thèmes qui a permis aux 250 participants au sommet de dégager une vision claire et commune. Vision qui posera désormais les bases d'une culture entrepreneuriale au Mali, et cela à travers la mise en œuvre efficiente du projet Jeunes Générateurs d'entreprises dont le président de la République est désormais le parrain mondial. La pertinence de l'organisation de ce rassemblement historique de la jeunesse, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé ne souffre dès lors d'aucune ambiguïté. Qu'il me soit donc permis d'adresser à l'ensemble des participants à ce sommet mes vives et chaleureuses félicitations pour le gigantesque travail abattu en si peu de temps. Ce sommet traduit, si besoin en était, la preuve de l'engagement de la jeunesse malienne dans toutes ses composantes à réussir le pari de l'instauration de la culture entrepreneuriale. C'est fort de cette conviction que cette rencontre a constitué une occasion pour les participants d'entretenir cette nouvelle dynamique qui permet de trouver une solution définitive aux préoccupations de l'heure, à savoir l'emploi, l'insertion et la formation des jeunes dans notre pays. Vous avez comblé toutes nos attentes par la qualité des documents produits, par la qualité des débats faits. Il revient donc maintenant à toutes les structures et personnalités impliquées d'œuvrer à une mise en œuvre
efficiente. Après la cérémonie de clôture, les participants ont eu droit à un dîner offert par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 23 février, et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Les acteurs du Comité national d'action et de suivi des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière se concertent. Ils vont échanger pendant 3 jours sur la méthodologie de collecte et sur le traitement des informations relatives à la mise en œuvre des activités. Reportage Alpha Maïga. Le comité de suivi et d'évaluation du plan d'action de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière a été créé il y a bientôt 2 ans. Le comité a été officiellement installé le 15 mars de l'année dernière. Depuis ces prises de contact et d'évaluation, il a été constaté une certaine disparité au niveau d'information sur le sujet. La tenue de cette rencontre vise à corriger tout cela. La tenue du présent atelier est donc d'ardente nécessité. Il permettra non seulement une mise à niveau de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action, mais aussi la connaissance du plan d'action lui-même, du mécanisme mis en place permettant la mise en œuvre des activités prévues. Pendant 3 jours, vous allez échanger également avec le comité de suivi et d'évaluation sur la méthodologie de collecte et de traitement des informations relatives à la mise en œuvre des activités. Le comité a vu le jour conformément aux orientations du chef de l'État et le gouvernement de la République, 2 institutions qui se sont engagées à mettre en œuvre les recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. L'attente du gouvernement et de ses partenaires est très grande par rapport à la problématique de la corruption et de la délinquance financière. Vous conviendrez avec moi que tout doit être mis en œuvre pour réussir ce combat contre ces 2 fléaux qui minent notre économie et notre société de façon générale. Le comité de suivi et d'évaluation du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière a pour mission, entre autres, d'informer le public des actions menées par le gouvernement, notamment par la publication des rapports d'étape et du rapport final d'évaluation. Formation des formateurs sur la distribution des cartes d'électeurs et de la gestion des bureaux de vote. L'atelier de formation se tient au gouvernorat du district de Bamako, organisé par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Fademba Keïta. Pour la bonne organisation des scrutins couplés présidentiels et référendaires, le département en charge des élections vient d'entamer une série de formations sur la gestion des cartes d'électeurs, des bureaux de vote et des résultats. Cet atelier s'adresse aux formateurs des formateurs qui sont les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, les maires, les secrétaires généraux et commissions de distribution des cartes d'électeurs. Former les agents électoraux depuis la distribution des cartes jusqu'au jour final du scrutin, la gestion des bureaux de vote, il importe que ceux-là qui ont en charge de cela aient encore une remise à niveau afin qu'ils puissent assumer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles. Cette formation capitale sera élargie aux régions, cercles et missions diplomatiques. La gestion des cartes d'électeurs est une activité extrêmement importante pour l'organisation des élections. Il faut assurer une très bonne gestion des cartes d'électeurs, assurer une très bonne distribution des cartes d'électeurs. Donc, c'est de rappeler aux autorités quelles sont leurs responsabilités dans ce domaine-là et quels sont les moyens que nous devrons développer pour bien former les agents électoraux. Cet atelier a un enjeu de taille pour les participants chargés à leur tour d'inculquer ces notions à d'autres agents. La réussite de cet important enjeu passera forcément par la mobilisation de tous autour d'une bonne organisation de l'opération de distribution des cartes d'électeurs et une bonne administration des bureaux de vote par les agents électoraux bien formés à cet effet. L'atelier sera animé par les experts du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, appuyés par des facilitateurs étrangers.
La Fédération malienne des personnes handicapées a organisé ce matin à Bamako un forum sur l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et à mobilité réduite. L'objectif de ce forum est d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur la problématique de l'accessibilité des infrastructures de base à tous. Il s'agit aussi de sensibiliser les pouvoirs publics sur l'application des textes relatifs à l'accessibilité en vigueur au Mali. Les personnes handicapées et à mobilité réduite accèdent difficilement aux bâtiments publics, un déficit qu'il faut vite corriger. C'est ainsi que la Fédération malienne des personnes handicapées a initié ce forum sur la problématique, un forum qui regroupe l'ensemble des acteurs concernés. Ensemble, ils vont réfléchir sur la nécessité d'appliquer les textes relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées aux services publics en vigueur au Mali. L'objectif de ce forum est de faire prendre conscience de la problématique de l'accessibilité des infrastructures de base à tous et de décider de l'application des textes relatifs à l'accessibilité en vigueur au Mali. Aboutir à l'adoption de plans types pour des bâtiments publics permettrait que plus aucune nouvelle infrastructure ne soit construite sans penser à l'accessibilité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Il existe des normes et des lois pour faciliter l'accessibilité physique aux infrastructures publiques. Le Code de construction de 2003 est très clair là-dessus et pourtant, ces lois et ces normes sont rarement appliquées. L'accès des personnes handicapées aux bâtiments publics est un droit fondamental. À ce titre, le chef du département des tutelles tient à rassurer. Selon lui, tout sera mis en œuvre pour soulager les personnes concernées. Je vous donne ici l'assurance que les services techniques de mon département prendront les dispositions nécessaires à cet effet. Et je profite de ce forum pour donner des instructions fermes au directeur général de l'urbanisme, ici présent dans la salle, à faire représenter désormais le représentant de l'association des personnes handicapées à la commission d'approbation de l'autorisation de construire. Ce forum vient donc à point nommé, car il contribuera à accélérer le processus de révision des plans types de construction. Ce forum d'une seule journée devra aboutir à des recommandations. Et recommandations qui permettront aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'accéder facilement aux bâtiments publics. Pour soutenir nos forces armées de sécurité dans le nord Mali, le secteur privé constitué de 7 chambres a offert 100 millions de francs CFA au cours d'une cérémonie de soutien organisée cet après-midi. 56 millions de francs CFA ont aussi été collectés auprès d'autres opérateurs économiques et autres citoyens ayant pour seul souci le soutien à l'armée et le retour de la paix dans le nord Mali. Cette rencontre était présidée par Bakary Togola, président de l'APECAM. Reportage Mahamadou Doumbia. Soucieux du conflit du Nord Mali, le secteur privé a décidé de soutenir notre armée nationale. Pour preuve, l'ensemble des 7 chambres qui le composent a offert à notre armée nationale 100 millions de francs CFA. C'est une contribution pour montrer au gouvernement qu'on est derrière lui, on est derrière les soldats pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Invités pour la circonstance pour un début, plusieurs autres opérateurs économiques, des particuliers et tout corps de métiers confondus, ont répondu à cet appel patriotique pour nos forces armées de sécurité. Ainsi, en l'espace de moins d'une heure, 56 autres millions ont été collectés, soit globalement 156 millions de francs CFA. Au regret d'oublier certains, il est difficile d'égrener tous les noms. Toutefois, on retient que les donations en nature et en espèces varient de 10 000 à 30 millions de francs CFA et des tonnes de céréales. Puisqu'il s'agit d'un problème national, certains ont demandé l'apport volontaire de tout le monde. Un compte bancaire BNDA a été communiqué pour la cause. Il s'agit du compte ML 043 01 400 40 000 123 65 89 77. Et pour confirmer son soutien indéfectible à nos vaillants soldats, le secteur privé a fait une motion de soutien. Considérant que l'occupation ne serait-ce que d'1 mètre carré du territoire est une remise en cause intolérable de l'intégrité du territoire du Mali, notre chère patrie. Considérant que l'insécurité ainsi provoquée
dans le Nord Mali est une vaine tentative de déstabilisation de notre pays, orchestrée par les ennemis extérieurs du Mali, et relayée par des mercenaires et des bandits armés à la sorte de ceux qui veulent mettre fin au processus démocratique du Mali et indiquer son développement économique. Affirmons notre attachement à l'unité du peuple malien et à son intégrité territoriale. Proclamons notre solidarité avec les populations du Nord meurtries dans leur chair et dans leurs âmes. Affirmons notre soutien au gouvernement et à l'armée du Mali. Aux soldats morts sur le champ d'honneur, des prières ont été faites à leur endroit et des bénédictions pour leurs familles et pour le retour de la paix. Par cet acte patriotique, le secteur privé, de toute tendance confondue, vient de prouver que le bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais. Avec notre armée nationale, nous sommes tous ensemble. Visite de routine du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, c'était au parc zoologique de Bamako. Tchemoko Sangaré était venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation du jardin zoologique. Le parc, qui refait peau neuve grâce au concours du groupe Aga Khan, ouvrira normalement ses portes en mai prochain. Ce serait sous la présidence du chef de l'État, Amadou Toumani Touré. Lors de la visite, le ministre s'est dit ravi de l'état d'exécution des travaux qui avancent à hauteur de souhait. Des aménagements ont été faits au niveau des cages des lions, des hyènes et des chimpanzés. L'aquarium sera plus à l'entrée. Quant à la mare aux crocodiles, elle sera centrée sur la gauche et le côté droit sera occupé par des buffles nouvellement venus. Rendez-vous a été donné en mai par le ministre à toute la population pour venir découvrir les merveilles que réserve le parc national, notamment le volailler qui compte accueillir plus d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. Les travaux du deuxième forum des acteurs et utilisateurs de l'eau du bassin du Niger, Foro, ont démarré ce matin à Séléngué. Plus de 120 délégués venus des 9 pays arrosés par le fleuve et membres de l'autorité du bassin du Niger prennent part à cette rencontre sous-régionale de 3 jours. Ils font le bilan des activités réalisées pour valoriser les ressources naturelles du cours d'eau, en sachant que la lutte contre l'ensablement et la jacinthe d'eau sont entre autres les défis à relever. Envoyés spéciaux Agali Ag Aïssa et Toumani Diabati. C'est en 2006, au Burkina Faso, que s'est tenue la première édition du Forum régional des acteurs et usagers de l'eau du bassin du Niger, Foro. 6 ans après, le Mali abrite la deuxième édition du forum et c'est la ville de Séléngué, située à 150 km de Bamako, qui sert de cadre pour les travaux. La rencontre de 3 jours va permettre aux participants de passer en revue les réalisations visant à mettre en valeur les ressources du fleuve Niger. Le deuxième forum régional aura comme objectif de faire le bilan de la participation de la société civile dans la mise en œuvre du plan d'action de développement durable et de son programme d'investissement, de réfléchir sur les modalités de sa pérennisation. Pour contribuer au bien-être des populations des 9 pays arrosés par le Niger, plusieurs réalisations ont donc vu le jour. Il s'agit de l'aménagement ou la réhabilitation de certains grands barrages, le renforcement des capacités des utilisateurs des eaux du fleuve et d'autres actions de protection de l'environnement. Des efforts qui méritent d'être consolidés afin de satisfaire les nombreuses attentes. La gestion des ressources naturelles du bassin du Niger est menacée par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels on peut noter de façon spécifique les changements climatiques, la pollution des eaux, la destruction des ressources naturelles. Pour combler ces attentes, l'autorité du bassin du Niger compte mettre en œuvre un plan d'action en vue de valoriser les ressources halieutiques et préserver l'environnement du fleuve. We have many plans for restoring the river. Dans le futur proche, nous avons des activités comme par exemple le programme de lutte contre l'ensablement qui est mis en œuvre en ce moment. Nous avons aussi la lutte contre la jacinthe d'eau. Ça, c'est un projet que nous faisons avec les pêcheurs. Plus de 120 délégués prennent part à ces travaux. Ils sont membres des 9 représentations nationales qui comptent la coordination régionale. L'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg accueille jusqu'au 4 mars prochain une équipe de chirurgie, de médecins étrangers, des spécialistes de la chirurgie faciale qui procéderont pendant cette
période à des opérations de réparation du bec de lièvre. Cette action humanitaire est l'initiative du Rotary Club Bamako-Djoliba en collaboration avec la Fondation pour l'enfance et plusieurs autres partenaires. Reportage Saba Sissoko. Ils sont 23 chirurgiens et médecins venus des États-Unis et des Pays-Bas pour une mission humanitaire à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Jusqu'au 4 mars prochain, ces spécialistes de la chirurgie faciale procèdent à des consultations et à des opérations chirurgicales sur des patients atteints de bec de lièvre, une pathologie qui se caractérise par une malformation des lèvres constatée dès la naissance. Le bec de lièvre, c'est simplement une malformation constatée chez un enfant à la naissance et qui est due au fait qu'il y a insuffisance de rapprochement des deux parties des lèvres. Et vous voyez donc, comme il y a insuffisance de rapprochement, donc il y a certainement les dents qui se retrouvent dehors. 150 patients sont attendus pour être opérés. La majorité sont des enfants. L'initiative est du Rotary Club de Bamako-Djoliba qui célèbre cette année ses 50 ans d'activité au Mali. 153 millions CFA, c'est le coût du projet qui est exécuté avec la collaboration de l'Agence nationale d'assistance médicale, l'Agence nationale de télémédecine et la Fondation pour l'enfance à travers l'hôpital Mère-Enfant qui n'est pas à sa première expérience. Le Rotary Club de Bamako nous a approchés parce que nous avions l'expérience. Sinon, ils ont essayé avec tous les hôpitaux, mais ils ont trouvé que le cadre de l'hôpital Mère-Enfant répondait mieux à leur attente. Ici, ce n'est pas seulement l'opération. Nous savons que c'est des enfants qui sont démunis. Le Rotary s'est engagé à accompagner financièrement tous les patients. Les frais de transport ont été pris en charge. Les frais de séjour ont été pris en charge. Pour nous, c'est réellement une façon de partager. Et en ces périodes troubles pour le Mali, je pense que tous les Maliens doivent s'associer pour venir en aide à ceux qui souffrent et qui n'en ont pas eu les moyens. C'est ça l'existence du Rotary. Des chirurgiens et médecins maliens font également partie de l'équipe chargée des opérations. Ils sont aussi chargés du suivi des patients. Voilà, belle initiative. Le Centre national de transfusion sanguine tient depuis ce matin la 19e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les délégués auront à analyser les activités qui ont été réalisées par le centre et les prévisions budgétaires pour l'année 2012. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 830 millions de francs CFA. Adama Tangara. Au total, près de 50 000 poches de sang ont été collectées en 2011 par le Centre national de transfusion sanguine CNTS et les antennes régionales de transfusion sanguine, dont 70% à Bamako. Le total des prélèvements à Bamako du 1er janvier au 31 décembre 2011 se chiffre à 34 253 poches de sang, dont 83% en cabine fixe dans les locaux du CNTS et 17% en cabine mobile. Son budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 831 690 000 francs CFA contre 960 99 000 francs CFA de prévision 2011. Il ressort donc un taux dégressif de 13%. Malgré un environnement marqué par une insuffisance notoire en personnel, des infrastructures inadaptées ne répondant pas aux normes et standards, l'absence de centres régionaux de transfusion sanguine, contrastant avec des besoins de plus en plus accrus de produits sanguins, de belles perspectives se profilent à l'horizon grâce à une volonté politique de plus en plus affichée des autorités et une forte implication des partenaires techniques et financiers dans le secteur transfusionnel. La banque de sang qui a donné naissance au CNTS, c'est une des plus vieilles institutions de la santé du Mali. Mais le Centre national de transfusion sanguine est une jeune institution parce qu'elle a seulement un peu plus de 10 ans d'existence. Mais au cours de ces 10 années, cependant, le CNTS a fait des progrès notables dans l'accomplissement combien difficile de sa mission. Cette mission difficile parce qu'elle doit assurer la disponibilité du sang et des dérivés sanguins de bonne qualité et en quantité suffisante sur toute l'étendue du territoire. Le CNTS a pour mission de collecter, d'analyser, de préparer et de conserver le sang humain et ses dérivés
en vue de leur distribution aux établissements sanitaires publics et privés agréés ainsi qu'aux particuliers. À ce titre, il est chargé entre autres de sensibiliser, recruter et fidéliser les donneurs de sang, d'effectuer des analyses biomédicales et des expertises médico-légales. Autre session ordinaire, la 32e du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Kati, qui s'est également tenue aujourd'hui. L'élection du président du conseil, le rapport des activités de 2011 et le projet de budget de 2012 sont les points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil d'administration. Le budget 2012 qui s'élève en recettes et en dépenses à plus d'1,770 milliard de francs CFA. Agali Agissa. Le centre hospitalier universitaire CHU de Kati tient pour la 32e fois son conseil d'administration budgétaire. Fidèle à sa mission de soins et d'hospitalisation, le CHU de Kati a enregistré en 2011 plus de 3000 consultations, soit un taux de régression de 11,64%. Un recul expliqué par le départ de l'équipe chinoise en juillet dernier. Les services d'urgence et de gynécologie ont connu aussi des progrès en matière d'équipement et d'infrastructure. Les administrateurs veulent garder le cap en 2012. En 2012, nous avons les mêmes activités. Nous comptons faire des activités nouvelles parce qu'il faut quand même reconnaître que cet hôpital, c'est un hôpital qui s'occupe de beaucoup plus de traumatologie, mais nous sommes assez diversifiés quand même parce que nous faisons autre chose. Nous avons de la médecine, nous faisons de la chirurgie. On va bientôt ouvrir notre service de gynéco-obstétrique. Le bâtiment est fini, on va tout de suite l'occuper, mais nous posons ce que nous appelons des PTH. C'est des prothèses totales de hanches. C'est une activité que nous avons commencé il y a bientôt 2 ans. Nous rentrons un peu dans la 3e année. Et cette année, en 2012, avec les traumatologues, on s'est fixé de faire maintenant la pose des genoux. Le budget de l'année 2012 est arrêté à recettes et en dépenses à plus d'1,777 milliard de francs CFA contre 1,692 290 166 francs CFA en 2011. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est l'élection du président du conseil d'administration du CHU de Kati. Sekou Fantamadi Traoré, président de l'Assemblée régionale de Koulikoro, pilote désormais les activités du conseil d'administration du centre. Plus d'1,157 milliard de francs CFA, c'est le budget du Centre international de conférence de Bamako CICB. La 9e session du conseil d'administration de la structure va permettre aux délégués de discuter et d'examiner les documents sur la gestion de l'exercice 2011 et ceux relatifs au projet de 2012. Compte rendu Adama Tangara. À l'ordre du jour de cette 9e session du conseil d'administration du Centre international de conférence de Bamako CICB, le rapport des activités 2011, le rapport financier 2011 et le budget de 2012. Le budget 2011 du Centre international de conférence de Bamako a été arrêté à plus d'1,157 milliard de francs CFA, soit plus de 709 millions au titre de la subvention de l'État et plus de 447 millions au titre des ressources propres. Donc, sur une prévision budgétaire annuelle de plus de 447 millions, le taux de réalisation est estimé à 99,73%. Cependant, le CICB rencontre des difficultés liées surtout à la maintenance des bâtiments et au recouvrement des impayés qui s'élèvent à plus de 221 millions de francs CFA. Les difficultés sont multiples. Elles sont surtout liées à la maintenance de nos bâtiments, dues à l'état dégradant des esplanades que vous voyez, à l'état dégradant même du jet d'eau derrière moi, parce que les installations sont dépassées, ne fonctionnent pas très bien. Bon, il y a des difficultés aussi liées à la vétusté des équipements techniques. On est dépassé par rapport aux impayés. Malgré les différentes lettres circulaires du Premier ministre envoyées au niveau des services publics, mais force est de constater que la principale difficulté aussi dans ce domaine réside au niveau des services publics. Je ne doute point que vos propositions concrètes ainsi que vos pertinentes recommandations contribueront davantage à une meilleure organisation
du CICB et aideront à trouver des solutions idoines aux multiples défis auxquels le centre est confronté quotidiennement. Entre autres, le recouvrement des créances, le développement du partenariat afin d'accroître les performances de l'établissement. Comme perspective, le CICB ambitionne la réalisation de quelques projets tels que la réhabilitation totale des bâtiments de la première génération, la construction d'un parc d'exposition et une meilleure exploitation de l'espace de communication par la mise en place d'installations autonomes de connexion Internet. Renforcer les capacités du personnel du projet de lutte contre les mouches tsetse et les trypanosomiases animales et fixer les grandes orientations pour la réussite du dit projet, c'est en substance l'objectif de la première session du Comité national de pilotage du projet à Sikasso, Oumar Maïga. Dans la région de Sikasso, la trypanosomose animale est une pathologie qui constitue, à n'en pas douter, une contrainte majeure pour le développement de l'élevage par les pertes énormes causées au cheptel et à l'économie nationale. Au cours de cette première session ordinaire, les administrateurs, observateurs et membres du cabinet du ministère de l'élevage et de la pêche vont fixer les orientations, évaluer les activités, approuver les programmes et les budgets annuels et faire des recommandations en vue d'une bonne exécution du projet conformément aux objectifs assignés. Les composantes du projet, c'est surtout des activités de lutte, des activités de renforcement de capacité, et aussi la gestion du programme. Le projet de lutte contre la mouche tsetse s'inscrit dans la stratégie nationale d'éradication de la mouche tsetse. Il a pour mission de coordonner la lutte contre les trypanosomiases animales et leurs vecteurs. À cet effet, il a chargé de vulgariser les nouvelles méthodes de lutte, former et recycler le personnel technique et la population des communes rurales concernées en matière de lutte contre les trypanosomiases animales, suivre et évaluer les programmes de lutte contre les trypanosomiases animales et leurs vecteurs. Un accent particulier sera mis sur les projets de texte du programme national de lutte contre les mouches tsetse et les trypanosomoses animales, mais aussi et surtout les projets de texte du projet malicide qui va couvrir et mener les activités de lutte dans la région de Sikasso. Le projet de lutte contre la mouche tsetse a commencé ses activités de lutte en 2009 dans la région de Sikasso, dans les secteurs de Kadiolo et Sikasso, où des résultats concrets ont été atteints à travers la réduction drastique de la densité des vecteurs et la diminution de la prévalence de la maladie dans 40 villages en 2010 et 58 villages en 2011. La salle de conférence de la pyramide du souvenir abrite depuis ce matin le 12e congrès du syndicat national de métallurgie, de l'industrie et de la mécanique. Durant leurs travaux, les syndicalistes vont procéder à la relecture du statut et règlement intérieur de la structure. Ils vont également faire le bilan des activités réalisées ces 5 dernières années. Djemba Moussa Konaté. Le syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique Sinametim œuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs dans le cadre d'un dialogue social et fécond. Il tient en ce moment même son 12e congrès statutaire aux pyramides du souvenir de Bamako. Les 5 années qui viennent de s'achever ont été pour le syndicat des années d'ardeur et de négociations sur tous les fronts. Le plus important pour nous, c'est d'avoir la calmie dans chacune de nos entreprises industrielles qui étaient aussi soumises à rude épreuve. Et la difficulté majeure que nous avons eue, c'était de concilier la sauvegarde de l'emploi avec les réalités économiques de nos entreprises industrielles qui ont constamment du pain sur la planche, mais suite à des dialogues sociaux féconds et sincères, nous avons pu jusqu'ici sauvegarder nos emplois. La note noire de ce 5e mandat, c'est vraiment les 98 travailleurs d'Ambal Mali qui ont été licenciés de par leur faute. Nous avons usé de tous nos bons offices, mais à eux aussi nous leur souhaitons une bonne reconversion sur le chéquier national. L'Union nationale des travailleurs du Mali ferait sienne des orientations qui vont sortir de ces assises. Elle vous accompagnera dans le cadre de la devise de notre centrale syndicale, l'unité, solidarité, action. Le syndicat reconnaît que nos entreprises connaissent de véritables problèmes de l'environnement qui méritent d'être analysés et gérés conformément aux dispositions réglementaires de notre pays.
À la fin des travaux, un nouveau bureau sera mis en place pour prendre le destin du syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique en main pour 5 autres années à venir. En 4e région, la mutuelle de Ségou a un nouveau siège. Son inauguration a eu lieu lundi dernier dans la capitale des Balanzans. Ce nouveau siège permettra désormais de rapprocher la mutuelle de ses adhérents. Fousseni Diara. Ce bâtiment flambant neuf qui a coûté 65 millions de francs CFA comprend une salle de réunion, des bureaux et des toilettes. Pour le président de l'Union technique de la mutualité malienne et le chef de cabinet du ministre de la Solidarité et des personnes âgées, ce bâtiment témoigne de la dynamique de solidarité enclenchée par le jumelage entre l'Union technique de la mutualité malienne et les mutualités chrétiennes européennes. Le siège de la représentation régionale de Ségou est le premier du genre dans la vie de l'Union technique de la mutualité. C'est bien là la première fois que nous serons logés chez nous, c'est-à-dire avoir des locaux dont nous avons la propriété pour toujours. Nous souhaitons que cette expérience soit une réalité pour Bamako, le siège national, je veux dire, et aussi pour d'autres régions du Mali. Le ministère du Développement social, de la Solidarité et des personnes âgées a suivi de très près le processus de mise en place des mutuelles de santé dans la région qui compte aujourd'hui 28 mutuelles de santé agréées, une union régionale des mutuelles de santé et à partir de ce matin, une maison mutualiste. Ce géo architectural est situé au quartier Angoulême de Ségou, juste derrière le camp militaire. Ce nouveau siège de la mutualité par les mutualités chrétiennes du Hainaut oriental. En 5e région, l'Union des sociétés coopératives de construction immobilière du Mali a présenté le week-end dernier un logement test construit sur le site de la Cité de la Solidarité à Dialango, dans la commune de Mopti. Le logement présenté est de type F4, réalisé en matériaux locaux pour un coût global de 8,5 millions de francs CFA. Yaya Bokoum. Moment solennel, exceptionnel, symbolique, moment d'humanité et plein d'espoir. Voilà les premiers mots prononcés par le président du conseil d'administration de l'UCOSIMA, Union des sociétés coopératives de construction immobilière du Mali, BTP, lors de cette cérémonie de présentation du logement test de l'Union, une cérémonie qui s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre du programme immobilier de l'UCOSIMA BTP pour la réalisation de la Cité de la Solidarité de Dialango en faveur de ses adhérents de la région de Mopti. Les travaux de la construction de ce logement F4, entièrement financés sur fonds propres, sont réalisés en matériaux locaux de construction pour un coût global de 8 7 641 francs CFA. Il comprend 3 chambres modernes, un salon, 2 toilettes intérieures, une cuisine intérieure et 2 terrasses couvertes. Pour l'autorité régionale, cette présentation augure une nouvelle ère pour la promotion de l'économie solidaire et sociale et des sociétés coopératives d'habitat en 5e région. Les plus hautes autorités de ce pays ont fait de questions de logement et de questions d'habitat des priorités fondamentales. Autant à travers les actions sectorielles de l'État, mais aussi avec les partenaires privés de la société civile. Et ce que les coopératives telles que ICOSIMA BTP sont en train de réaliser constitue une traduction de cette volonté. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont eu droit à une visite guidée du bâtiment. Retour à Bamako, DHL a depuis hier une nouvelle agence à l'ACI 2000. L'objectif visé par DHL est de donner le meilleur service possible aux clients. Plus de 20 millions de francs CFA ont été investis dans cette agence. Alpha Maïga. Aujourd'hui, l'acheminement, la transmission et le transfert des plis et colis sont une condition pour le développement des affaires. Et c'est ce que DHL a bien compris en démultipliant ses agences. Ces coups de ciseaux en sont une preuve tangible. L'objectif visé est d'être plus proche de ses clients. Nos services couvrent toute la gamme logistique. Transport express à l'export comme à l'import. Livraison d'appels d'offres et de documents spéciaux à des heures précises.
fret aérien et maritime, fret routier, inter-État, déménagement à l'international et dédouanement des colis. La nouvelle agence de DHL est située à l'ACI en commune 4 du district de Bamako, une zone appelée à être la capitale des affaires de Bamako. Plus de 20 millions de francs CFA sur le montant investi. L'agence DHL ACI est interconnectée au réseau global de DHL. Le groupe Deutsche Post DHL, numéro 1 mondial de la logistique, est présent dans 220 pays dans le monde. Notre groupe emploie plus de 500 000 personnes, dont 100 000 dans l'approche express. Le ministre des Postes et Nouvelles Technologies vous assure du soutien de tout le gouvernement en général et de son département en particulier pour vous assister dans votre mission qui est de rapprocher les hommes à travers le monde. DHL a commencé ses activités au Mali en 1986 avec 2 agents. Aujourd'hui, DHL opère avec une centaine d'employés dans les agences de Kay et Bamako. Et au cours de l'année 2012, 2 nouvelles agences seront inaugurées à Sikasso et Ségou. Retour en région, le gouverneur de Mopti était hier à Ambori. Seydou Toumani Kamara était porteur d'un message de condoléances du président de la République et du gouvernement à la famille du chef de village de Ambori, assassiné le week-end dernier. Le chef de l'exécutif régional de Mopti a saisi cette occasion pour inviter la population à ne pas faire l'amalgame. Mamari Koni. Quelques jours après l'assassinat du chef de village de Ambori par des personnes non encore identifiées, la population de la localité continue de se poser des questions sur les motivations réelles de cet acte crapuleux. L'émotion était perceptible sur les visages ce lundi après-midi au domicile du patriarche de Ambori à l'arrivée de la délégation régionale conduite par le gouverneur. Seydou Toumani Kamara était porteur des messages de condoléances du président de la République et de la nation tout entière. Le président de la République nous charge de vous dire que toutes les institutions et lui-même compatissent à votre peine, à vos douleurs, et qu'ils vous témoignent toute leur solidarité. Ce message est que ce crime ne saurait rester impuni. L'État mettra tout en œuvre pour rechercher, arrêter et livrer les auteurs de ce crime à la justice, afin qu'ils répondent de leur forfait et de tous leurs forfaits. Après avoir présenté les condoléances, le gouverneur a remis une enveloppe à la famille Maïga au nom du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Il a ensuite invité la population éplorée de Ambori à ne pas faire d'amalgame. Le représentant de la famille Maïga et celui de la jeunesse ont tous invité le gouvernement à faire toute la lumière sur ce crime qui ne doit pas rester impuni. Nous ne faisons pas d'amalgame entre les bandits et ceux qui sont parmi nous, qui travaillent avec nous et qui sont pour nous. Mais en retour, nous voudrons que ce crime ne demeure jamais impuni. Nous ne serons satisfaits que lorsque ce bandit sera arrêté et mis en prison. Nous comptons beaucoup sur vous. Merci bien. La fin vous remercie. Investi en mai 2011 et âgé de 77 ans, Moussa Balobo Maïga était le 26e chef de village de Ambori. Cet ancien administrateur civil laisse derrière lui une vingtaine d'enfants, de nombreux petits-fils et une population inconsolable. Il repose désormais dans le caveau familial auprès des siens. Suite à la situation au Nord Mali, notre rédaction reçoit quotidiennement des réactions. Ainsi, le PDS, le Parti pour le développement économique et la solidarité, condamne l'assassinat du chef de village de Ambori, Moussa Balobo Maïga, le 18 février dernier, présente ses condoléances à la famille du disparu et réaffirme son soutien au gouvernement et aux forces armées et de sécurité. De même, le Haut Conseil des Maliens du Gabon, le Haut Conseil des Maliens des Pays-Bas et l'Amicale des anciens élèves maîtres de l'ENCERC de sang condamnent les actes criminels perpétrés et réaffirment leur soutien au gouvernement du Mali et aux forces armées. Sport, football, Ligue des champions d'Europe, 8e de finale aller. L'Olympique de Marseille a battu 1-0 l'Inter Milan. L'unique but de la partie a été inscrit par André Ayou dans les arrêts de jeu.
Et puis nous revenons sur ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 avril 2012. En application des dispositions de l'article 33 de la Constitution et de l'article 146 de la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, le président de la Cour constitutionnelle a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens que les imprimés de déclaration de candidature à l'élection du président de la République sont disponibles au niveau du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle rappelle qu'en vertu des articles 146, 147 et 148 de la loi électorale, la déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs au plus tard le 30e jour précédant le scrutin et adressée au président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé. Elle est faite en double exemplaire revêtue de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises. Elle est accompagnée des pièces suivantes: une photo d'identité, un certificat de nationalité, un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de 3 mois au plus. Elle doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre, le candidat doit indiquer la couleur pour l'impression de son bulletin. Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée de moins 10 députés ou 5 élus communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d'un candidat. Dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du trésorier payeur ou percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier payeur un cautionnement de 10 millions de francs CFA remboursable à 50% pour les candidats ayant obtenu 5% au moins des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle. C'était là donc le communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République. Deuil dans le monde musulman, la famille de Sidi Modibo Kane vient de perdre son patriarche en la personne de Cheikh Amadou Modibo Kane, petit-fils de Baoumou et Abdoulaye Chouadou. Il était le calife général de la Qadriya al-Dili dans le cercle de Nara. Il s'est éteint mardi 14 février des suites d'une longue maladie à l'âge de 87 ans. Cheikh Amadou Modibo Kane laisse derrière lui de très nombreux talibés et une famille éplorée. Que la terre lui soit légère. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, retrouvez Sira Bakili à 10h et à 13h. À 18h et à 20h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Merci. Bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.